de dire que voilà, il fait la priorité, la résolution de la crise passait par des élections dans lesquelles, notamment Alassane Ouattara, pourrait se présenter. Et on mettait sur le dos de Gbagbo une constitution qui l'empêchait de se présenter, alors qu'en fait, c'était la junte militaire de l'été 2000 qui avait mis en place cette constitution, effectivement, qui empêchait Alassane Ouattara de se présenter. Mais je voudrais revenir sur l'épisode du déclenchement de 2002 et qui explique en partie le titre de notre livre, Pompiers pyromanes. Donc en septembre 2002, il y a un déclenchement d'une rébellion, d'abord une tentative de coup d'État qui échoue et qui prend finalement la partie nord de la Côte d'Ivoire, qui s'installe à Bouaké. Et à Bouaké, qui devient le fief des rebelles, va y avoir une première intervention française pour extraire les ressortissants étrangers. Donc ça, c'est la partie pompier. Mais parallèlement, ce qu'on sait moins, c'est qu'un commandant français, le commandant Luc Courcelles, était déjà chargé à l'époque de maintenir le contact avec les rebelles. Et c'est quelqu'un qui s'est retrouvé sur des théâtres d'opération, notamment lors de la prise de Vavois, aux côtés des rebelles. C'est lui qui va demander à ce qu'on soigne Chérif Ousmane lorsqu'il sera blessé au cours de la tentative de reprise de Bouaké. Et là, c'est le côté pyromane, c'est-à-dire que la France a plusieurs fers au feu et finalement va n'avoir de cesse de légitimer la rébellion de Guillaume Soro qui au départ part de pas grand-chose. Et justement à ce moment-là, Laurent Gbagbo invoque les accords de défense. Dans un premier temps, en quoi ils consistaient ces accords ? Donc ces accords de défense, ils datent de 1961. C'est ceux que j'évoquais tout à l'heure, qui ont été signés entre la Côte d'Ivoire, la France et certains autres pays africains. Qu'est-ce qui stipule ? Et donc ces accords stipulaient notamment qu'en cas d'agression extérieure, l'armée française devait protéger la Côte d'Ivoire. Et donc il y avait eu tout un débat à l'époque pour savoir est-ce que la rébellion vient du Burkina Faso ou pas. Notamment le premier père de la rébellion, Ibrahim Koulibaly, était un militaire déjà à l'origine du coup d'État de 1999 qui avait évincé Henri Konan Bédié, qui s'était réfugié au Burkina Faso. Et c'est depuis Ouaga, en fait, qu'il avait constitué un embryon de rébellion qui va se déclencher d'abord en janvier 2001, d'ailleurs, avec une première tentative qui échoue, et finalement en septembre 2002, avec une tentative qui échoue un petit peu moins bien, c'est-à-dire qu'elle n'arrive pas à renverser Laurent Gbagbo à Abidjan, mais elle arrive à prendre la moitié du pays. Mais disons que si elle arrive à prendre la moitié du pays, c'est parce que aussi très rapidement, les forces françaises s'interposent le long d'une ligne qui va d'est en ouest en Côte d'Ivoire. Et là, alors l'analyse que nous faisons de l'intervention officielle de Licorne, elle va figer en fait le front. Elle va empêcher d'un côté les rebelles de descendre sur Abidjan. Là, il faut sans doute voir que Paris n'aurait pas vu d'un très bon œil la pagaille arriver à Abidjan et mettre à mal sans doute les intérêts économiques français. Et elle va aussi empêcher la reprise du nord du pays. Il y aura notamment une tentative en novembre 2004 qui va se solder par ce qu'on considère, nous, l'épisode le plus criminel du point de vue de l'action de la France. Alors pourquoi la France avait tout intérêt, selon vous, à ce que Laurent Gbagbo perde le pouvoir déjà en 2002 ? Alors il faut voir qu'à l'époque, donc Jacques Chirac était président, et lui, c'est quelqu'un qui est très empreint d'une époque, l'époque d'Houphouët, l'époque d'Henri Konan Bédié, où les pouvoirs mis en place, les pouvoirs appuyés par la France, sont des gens qui fournissent des contrats à la France, sont les obligés de la France, notamment parce qu'ils ont très peu de légitimité au niveau populaire. Donc ça, c'est quelque chose de très important quand on parle des élections en Afrique. Il faut bien voir que beaucoup de présidents des pays d'Afrique francophone ont une faible légitimité populaire. Dans un certain nombre de pays, ça va être le fils du président qui succède à son père, dans des circonstances assez douteuses. Dans d'autres pays, il va y avoir des rébellions armées et ainsi de suite. Et à chaque fois, ça fait le jeu de la France. C'est-à-dire que lorsqu'un président est en place et qu'il sait qu'il ne peut pas s'appuyer sur son peuple et qu'il doit finalement son pouvoir à Paris, eh bien, il n'aura de cesse, évidemment, de satisfaire les intérêts parisiens. Alors, les militaires de l'opération Licorne tirent sur les manifestants ivoiriens en novembre 2004, après l'attaque des positions françaises. Alors, on a découvert que c'était des pilotes biélorusses qui étaient à l'œuvre. Pourquoi ils n'ont jamais été poursuivis ? Alors ça, c'est l'une des grandes énigmes de la crise franco-ivoirienne. C'est vrai qu'en novembre 2004, Laurent Gbagbo lance une tentative de reprise du nord du pays qui est couronnée de succès jusqu'à ce qu'il y ait ce fameux bombardement des avions loyalistes ivoiriens sur un camp militaire français.
Les pilotes biélorusses ont réussi à disparaître dans la nature, mais pas de manière aussi discrète qu'on pouvait le penser. C'est-à-dire qu'ils ont d'abord été retenus, notamment à la frontière du Togo, et les autorités togolaises, qui étaient au courant de ce qui s'était passé, ont senti qu'il fallait avertir Paris, et finalement ont averti effectivement les autorités françaises pour savoir qu'est-ce qu'ils devaient faire de ces mercenaires biélorusses. Et il y a eu au moins un silence parisien qui signifiait en fait qu'il fallait les relâcher dans la nature. Donc là, le mieux placé pour parler de cette affaire, c'est Maître Jean Ballan, l'avocat de la plupart des familles des victimes françaises de cette époque, et qui lui pense qu'il y a eu un espèce de coup fourré monté par les autorités françaises. Le but était sans doute de lui faire commettre une erreur en bombardant sans doute une partie déserte du camp militaire français, tout ça pour justifier le renversement de Laurent Gbagbo. Puisque dans les jours qui ont suivi, effectivement, l'armée française a pris position dans Abidjan et une colonne de blindés français s'est pointée devant le portail de la résidence de l'ancien président. Et pour des raisons que l'on ignore, cette tentative sans doute de coup d'État n'a pas été menée à son terme. Mais on s'appuie là notamment aussi sur des déclarations d'un ancien un ambassadeur au Burkina Faso qui a évoqué sans ambiguïté cette tentative de renversement de Laurent Gbagbo. On n'a pas pu tout aborder, mais merci beaucoup David Mauger, co-auteur du livre « Un pompier pyromane, l'ingérence française en Côte d'Ivoire ». D'Houphouët-Boigny à Ouattara, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci.